Mbomaka, un village niché entre les collines rouges de l'Est Cameroun, vivait au rythme des saisons, des rites et des silences. Là-bas, le nom de Sophie Ngassa faisait lever les yeux, parfois avec respect, parfois avec rancéure. Sophie, 32 ans, était une femme brillante, revenue de Yaoundé après 10 années d'absence. Elle avait quitté le village pour ses études et était devenue avocate, indépendante, cultivée, et surtout seule héritière légitime d'un terrain ancestral situé à Douala, hérité de son père Feu Papa Ngassa, un commerçant respecté. Mais ce que Sophie ignorait en rentrant chez elle, c'était que sa propre famille préparait sa perte depuis des mois. À son arrivée, tout semblait paisible. Sa tante maternelle, maman Élise, l'accueillit avec des embrassades. Son cousin Dieudonné, qu'elle n'avait pas vu depuis l'enfance, lui porta ses valises. Mais ce que ses yeux ne voyaient pas, c'était le regard que tous échangeaient dans son dos. Un regard de calcul. Car le terrain de Douala était devenu inestimable, convoité par des entreprises étrangères. Le clan Ngassa savait que si Sophie le vendait, elle empocherait seule plus de 280 millions de francs CFA. Et dans ce village, l'argent ne pardonne pas l'indépendance. Ce soir-là, autour du feu, maman Élise prit la main de Sophie. « Ma fille, Dieu t'a bénie. Mais ici, on ne mange pas seul ce que le clan a semé à deux. Tante, ce terrain, c'est le testament de papa. Il a bien écrit que « Ne me parle pas des papiers de la ville. Ici, ce sont les ancêtres qui décident. » Le ton était posé, mais la menace flottait comme une ombre. Dans la cuisine, Dieudonné écoutait, silencieux. Il avait déjà contacté un marabout de Douala. Il savait quoi faire pour libérer la terre. Et pourtant, Sophie, forte et confiante, dormait paisiblement cette nuit-là. Elle ne savait pas que chaque geste qu'elle ferait désormais serait observé. Que chaque repas pouvait être son dernier. Car dans la grande maison de Bois-Rouge, les visages familiers cachaient déjà la trahison. Le lendemain matin, Sophie se leva tôt pour aller saluer les anciens du village. Elle voulait honorer les traditions, même si elle était devenue citadine. Elle portait un cabas bleu indigo, ses cheveux nattés serrés, un sourire discret aux lèvres. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la veille, alors qu'elle dormait paisiblement, un conseil nocturne s'était tenu dans la cuisine de maman Élise. Autour de la table, Dieudonné, maman Élise, le vieil oncle Mbida, et 2 cousins venus de Berthois. La discussion était claire. Elle va vendre seule le terrain. Elle va prendre l'argent et repartir. Elle oublie d'où elle vient. Et si on lui disait de le mettre au nom du clan? Elle refusera. Elle est têtue comme son père. Alors, on fait comme pour son père. On libère la terre. Silence. Puis Mbida sortit une petite calebasse en peau de varan. À l'intérieur, de la poudre noire, fine et ancienne. Un poison rituel. Invisible. Lent. Silencieux. C'est elle ou le clan. Et le clan ne meurt jamais. Pendant ce temps, Sophie discutait avec le chef du village, Sa Majesté Atangana III. Elle voulait officialiser son retour et informer le village de son intention de rénover la maison paternelle. Mais Atangana, homme sage au regard perçant, l'a mis en garde. L'argent divise plus que la guerre. Si ton retour dérange les ancêtres, certains voudront t'effacer. Même ceux qui te font la bise. Sophie sourit, pensant à une superstition. Mais elle ne savait pas que ses repas de la semaine à venir avaient déjà été planifiés. Que Dieudonné avait glissé dans son téléphone un traceur. Qu'on surveillait ses allées et venues, même jusqu'au puits. Et le soir même, maman Élise lui apporta un plat spécial. Du ndolé, son plat préféré. Mange, ma fille. C'est le goût du village. Mais dans l'assiette, il y avait une trace infime de poudre de bikanga, un poison traditionnel interdit que seuls les vieux initiés connaissaient encore. Et Sophie mangea. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie avait mangé le fameux ndolé de maman Élise. Au début, tout allait bien. Elle participait aux réunions de famille, visitait les champs de manioc, riait même avec les enfants dans la cour. Mais dès la nuit suivante, quelque chose changea. Vers 3 heures du matin, elle se réveilla en sueur, haletante. Son cœur battait à un rythme irrégulier, ses mains tremblaient. Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent sous elle. Une douleur étrange lui remontait le long de la colonne. Elle pensa à une simple fatigue. Le voyage, l'émotion, la chaleur. Mais le lendemain, en se regardant dans le miroir en bois suspendu à la véranda, elle vit ses yeux. Rougis, ternis, comme si quelque chose se vidait en elle. Pendant ce temps, Dieudonné observait. Depuis le banc sous le manguier, il prenait des notes sur son téléphone. Il avait un calendrier. On lui avait dit que le poison ferait effet en 7 jours exacts. Ce n'était pas un poison pour tuer immédiatement. Non.
C'était un poison de fatigue de l'âme. D'abord le corps flanche, puis l'esprit s'endort, et le cœur s'éteint. Mais Sophie n'était pas comme les autres. Au marché du village, elle croisa Mama Titi, une vieille vendeuse d'herbes médicinales. « Maman, tu n'as pas bonne mine. Bois ça, c'est une infusion d'écorce rouge. Pour nettoyer le sang. » Elle accepta la calebasse, par politesse. Mais au moment de boire, elle sentit une résistance intérieure. Quelque chose en elle refusait. Son instinct parlait. Elle fit semblant de boire, mais vida la calebasse derrière un buisson. Le soir venu, Sophie fit un rêve étrange. Elle marchait dans la forêt sacrée de son père. Les arbres murmuraient des noms. Puis une voix puissante s'éleva. « Ce que tu manges te mange. Retourne à la source. » À son réveil, elle prit une décision. Elle irait consulter un ancien. Pas un médecin. Un vrai. Quelqu'un qui connaît les langues du corps. Le soleil n'était pas encore levé quand Sophie quitta la maison familiale. Elle portait un simple pagne noué à la taille, une écharpe en coton sur la tête, et dans son regard, une lumière inquiète. Elle avait décidé de rendre visite à Ngalula, un vieil homme presque oublié, considéré par certains comme fou, par d'autres comme le dernier maître des secrets du sang et des esprits. Il vivait à la lisière de la forêt sacrée, dans une case ronde faite de terre noire et couverte de feuilles séchées. Quand elle arriva, il était déjà dehors, assis sur une pierre, les yeux fermés, murmurant des prières aux ancêtres. « Je savais que tu viendrais, » dit-il, sans même ouvrir les yeux. Sophie hésita, puis s'agenouilla. « Grand-père, je sens que quelque chose ne va pas en moi. Depuis que j'ai mangé ce plat, j'ai des vertiges, je perds mes forces. Et je rêve que mon père m'appelle. » Le vieillard tendit la main. Il posa 2 doigts sur le poignet de Sophie, puis sur son front. Ses yeux s'ouvrirent lentement, rouges et brillants comme 2 charbons vivants. « Tu portes une saleté ancienne dans ton ventre. Ce n'est pas une maladie. C'est un message. Mais il a été envoyé pour te détruire. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « C'est quoi ? » « Un poison. Pas pour le corps. Pour l'âme. Le bikanga. C'est une poudre des anciens traîtres, interdite depuis longtemps. Elle ne tue pas tout de suite. Elle fait disparaître la volonté. Elle vole la lumière. C'est la main de quelqu'un qui te connaît, de très près. » Sophie tomba à genoux. Elle comprit. Quelqu'un de sa famille voulait la voir disparaître. « Je peux encore être sauvée. » Ngalula hocha lentement la tête. « Oui, mais pas ici. Tu dois retourner là où ton père a été enterré. Et tu dois lui parler. C'est lui qui détient la clé de ta guérison. Mais fais vite. Le 7e jour approche, et alors, tu ne pourras plus marcher. » Sophie se leva. Son sang bouillait. Sa douleur devenait une mission. Elle allait retourner au caveau familial, dans la vieille concession abandonnée à Biémassi, là où tout avait commencé. Là où le secret du terrain était né. Là où la vérité l'attendait. Sophie arriva à Biémassi, le vieux quartier populaire de Yaoundé où son père, Feu Papa Ngassa, avait vécu ces dernières années. Il y avait là, dans un terrain à moitié envahi par les herbes hautes, un petit caveau en ciment gris, sans ornement, avec pour seule inscription « Ngassa Émile, le sang ne ment jamais ». Elle n'y était pas revenue depuis l'enterrement. Son cœur battait, et ses jambes, faibles, tremblaient. Le poison avançait. Elle le sentait dans ses reins, dans sa gorge, dans ses rêves. Mais elle était venue pour parler au seul être qu'il avait aimé sans calcul. Elle s'agenouilla devant la tombe, posa ses 2 mains à plat sur la dalle tiède. « Papa, c'est moi. Sophie, ta fille. On veut me voler. Me tuer. Pour la terre que tu m'as laissée. Dis-moi, que dois-je faire ?» Le vent se leva. Doucement. Un frisson la traversa. Soudain, un oiseau noir atterrit sur la dalle et poussa un cri aigu. Puis il resta figé. Dans la tête de Sophie, une voix résonna. Elle ne savait pas si c'était le poison ou le souvenir, mais elle entendit très distinctement. « Ils veulent la terre. Mais ils ne veulent pas ce que j'ai semé dedans. Protège le papier. Protège ton nom. » Sophie ouvrit les yeux. Elle se rappela soudain qu'un document avait été enterré avec son père. Un document que peu connaissaient, le véritable testament. L'original. Celui que la famille n'avait jamais vu. Un frisson la traversa. Elle se leva, courut vers le vieux gardien du cimetière, un homme nommé Tonton Séraphin. « J'ai besoin d'exhumer le tombeau de mon père. Il y a un document dedans. S'il n'est pas sorti aujourd'hui, je mourrai. » Le vieil homme la regarda comme si elle était folle. Mais il vit dans ses yeux quelque chose de sacré. De pressant. Il accepta. 2 heures plus tard, ils ouvrirent le petit cercueil scellé. Et là,
Dans une enveloppe scotchée sous le couvercle du cercueil, se trouvait un papier jauni. Testament manuscrit de Ngassa Émile. Je lègue l'intégralité de la parcelle 318B à ma fille Sophie Ngassa. Ce terrain ne doit jamais appartenir à quiconque autre que son sang direct. Il est lié à notre dette cachée, à notre histoire. Le vendre, c'est briser l'équilibre. Sophie tremblait. Elle tenait maintenant la preuve. Le cœur du conflit. Mais elle ne savait pas encore que Dieudonné la suivait discrètement depuis le matin. Et qu'il savait maintenant où se trouvait le seul obstacle à l'accomplissement du plan. Dieudonné avait toujours été discret. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait tout. Depuis le retour de Sophie, il la suivait à distance, rassemblant les morceaux du puzzle. Il ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi vite. Quand il la vit entrer au cimetière de Biémassi, il sut qu'elle savait, qu'elle avait compris. Et quand il vit le vieux tonton Séraphin soulever la dalle du tombeau de Papa Ngassa, il comprit que la guerre commençait. Il ne pouvait pas laisser Sophie quitter cet endroit avec ce document. C'était le testament original, celui que leur plan ne prévoyait pas. Si elle le déposait chez un notaire, c'en était fini des ambitions du clan. Sophie, encore affaiblie par le poison, sortit du cimetière en titubant. Dans son sac, le document, protégé dans une chemise plastique. Elle appela Clarisse à Yaoundé. « Je dois te remettre un papier. C'est la preuve. Après ça, si je ne me réveille pas demain, tu sauras quoi faire. » Mais elle ne savait pas que son téléphone était toujours surveillé. Dieudonné écoutait tout. Plus tard, alors qu'elle marchait dans une ruelle isolée, elle sentit une présence derrière elle. Sophie. Elle se retourna brusquement. Dieudonné se tenait là. Mains dans les poches. Regard froid. « Je veux juste discuter. » « De quoi ? De comment vous comptez me tuer ? Tu sais très bien que ce terrain ne peut pas t'appartenir à toi seul. Tu veux nous vendre comme des esclaves aux Chinois ? Papa n'a pas souffert pour ça. Papa m'a laissé un testament. Le vrai. Il est dans mon sac. Tu veux le lire ? Ou tu veux me voler aussi ça ? Dieudonné fit un pas en avant. Sophie recula, sortit une petite bombe lacrymogène de son sac. Elle n'était pas venue sans protection. Elle visa. Elle tira. Il recula en hurlant. Sophie courut, aussi vite que son corps lui permettait. Dans sa main, le document vibrait comme une vie. Elle atteignit la maison de Clarisse à Yaoundé 1 heure plus tard. Épuisée. Fiévreuse. Mais le testament était entre des mains sûres. Dieudonné, humilié, retourna au village, où maman Élise l'attendait, furieuse. Tu avais une seule mission. Maintenant, elle va nous enterrer vivants avec ce papier. Mais un autre homme se leva dans l'ombre de la pièce. C'était tonton Bida, le patriarche discret du clan. Si elle veut la guerre, alors, donnons-lui la guerre. Cette fille a oublié une chose. Dans cette famille, c'est pas la vérité qui gagne. C'est celui qui frappe le dernier. Les jours suivants furent une course contre la montre. Sophie était désormais en possession du testament original, et Clarisse l'avait scanné, imprimé, et envoyé par mail à un cabinet notarial indépendant à Yaoundé. Mais cela ne suffisait pas. Car le clan Ngassa avait lancé une nouvelle stratégie. Faire croire que Sophie souffrait de troubles mentaux, qu'elle inventait une fausse histoire pour accaparer l'héritage. Ils avaient déjà rédigé une fausse plainte au commissariat local, signée de 3 membres de la famille, affirmant que Sophie avait violenté Dieudonné, proféré des menaces, et était dans un état psychologique instable dû à une possession mystique. Clarisse, méfiante, se rendit au poste de police. Elle y vit le commissaire Nanga, un homme corpulent au sourire froid. « Maître Clarisse, cette histoire de testament, là. Vous savez, quand la famille dit que quelqu'un est fou, nous, on écoute. Commissaire, vous voulez que je vous montre la vidéo où on tente de voler ce document? Vous croyez qu'une folle pense à enregistrer sa défense avant de tomber malade? » Il hésita, car Clarisse avait tout prévu. Elle avait filmé discrètement Sophie expliquant la provenance du testament, les tentatives d'empoisonnement, et nommant ses agresseurs. Le commissaire finit par dire « Tant que personne ne meurt, je ne bouge pas. » Mais ce jour-là, un décès allait tout faire basculer. Maman Élise, la matriarche du complot, fut retrouvée morte dans son lit, les yeux grands ouverts, de la mousse aux lèvres. Les résultats du médecin local furent sans appel, empoisonnement. Le poison utilisé, le même que celui administré à Sophie, le Bikanga. Un vent de panique souffla sur le clan. Quelqu'un retournait les armes contre eux. Et pendant ce temps, Sophie, de plus en plus faible, reçut un message anonyme. « Tu as 48 heures pour quitter le Cameroun. Le testament ne te sauvera pas. Prochaine sur la liste. » La mort de maman, Élise frappa la famille comme un orage en pleine saison sèche.
Elle, la stratège, la voix du clan, la gardienne des traditions, morte par le même poison qu'elle avait donné à Sophie. Mais la question était sur toutes les lèvres dans la concession. Qui l'avait tuée? Tonton Bida réunit les membres du clan encore présents. Ils s'étaient enfermés dans la grande maison rouge, volets fermés, téléphones éteints. Quelqu'un ici a retourné l'arme contre nous. C'est l'un d'entre nous. Le poison n'a pas voyagé seul. Dieudonné, pâle, répondit. Ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais. C'était ma mère. Justement, tu es le premier concerné. Et tu es celui qui a échoué à neutraliser Sophie. La tension monta. Mais alors que les accusations s'échangeaient, un autre drame éclata. L'oncle Barthélemy, un homme discret mais rusé, fut hospitalisé le soir même, victime d'un empoisonnement similaire. Il avait bu de la tisane offerte par son propre frère. Le clan était en train de s'effondrer sur lui-même. La logique du sacrifice pour le bien de tous s'était retournée en guerre fratricide. Le poison était devenu l'arme de chacun. Pendant ce temps, Sophie, elle, reprenait lentement des forces. Les soins traditionnels de Ngalula et les infusions protectrices commençaient à purifier son sang. Mais quand elle apprit la mort d'Élise, elle ne se réjouit pas. Elle comprit quelque chose de plus profond. Ce clan ne cherchait pas juste de l'argent. Il était rongé de l'intérieur depuis des générations. Et maintenant, elle devait sortir vivante, mais aussi sauver ce qui restait du nom de son père. Elle demanda à Clarisse. « Tu peux organiser une conférence de presse à Yaoundé? Il est temps que je parle. » Devant tout le monde. Clarisse hésita. « Tu veux dénoncer ta propre famille? » « Non. Je veux briser un silence qui a tué plus de gens que le poison lui-même. » Le hall du Centre culturel camerounais à Yaoundé était plein à craquer. Journalistes, ONG, avocats, membres du clergé, associations féminines, tous étaient là. La nouvelle avait circulé à une vitesse fulgurante. Une héritière empoisonnée par sa propre famille prend la parole ce soir pour briser le silence. Sophie Ngassa, amaigrie, mais droite comme une flèche, fit son entrée. Vêtue d'un ensemble en pagne bleu et or, les cheveux tressés en couronne, elle incarnait la dignité dans la douleur. À ses côtés, Clarisse, son amie fidèle, et Maître Ndongo, un avocat reconnu pour sa défense des causes familiales complexes. La salle se tut. Sophie s'approcha du micro. Son regard balaya la foule. « Bonsoir. Je suis Sophie Ngassa. Mon crime, c'est d'avoir hérité. D'avoir voulu garder ce que mon père m'a laissé. Aujourd'hui, je suis debout. Mais il y a une semaine, j'étais en train de mourir. Pas à cause d'un voleur, d'un agresseur de rue, mais à cause de ceux qui portent mon nom de famille. » Un murmure traversa la salle. Elle continua. « On m'a empoisonné pour me faire taire. Pour que je renonce à mon terrain. Mais ce n'était pas qu'un terrain. C'était le symbole d'un héritage. Et cette histoire, ce n'est pas que la mienne. Combien de femmes dans ce pays se sont fait voler par des frères, des oncles, des clans? Combien sont mortes sans jamais avoir parlé? Des larmes coulèrent sur certains visages. Aujourd'hui, je vous montre le vrai testament. Et je lance une plainte formelle pour tentative d'assassinat. Pas pour vengeance, mais pour mémoire. » Elle brandit le document. Flash. Cri. Applaudissements. Mais dans l'ombre du bâtiment, un homme observait. Il portait un chapeau beige et des lunettes noires. Dieudonné. Il regardait sa cousine triompher publiquement, et en lui, quelque chose se brisait. Il savait que c'était terminé. Que le clan était fini. Que la guerre de l'héritage était perdue. Mais il savait aussi que certains secrets n'avaient pas encore été révélés. Des secrets plus vieux que le testament. Des secrets que même Sophie ignorait. La conférence de presse avait déclenché une onde de choc dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Sophie Ngassa explosait. Les radios parlaient de l'affaire matin et soir. Des familles entières se reconnaissaient dans son récit. Mais ce que personne ne savait, c'est que le testament n'était qu'une partie du puzzle. Le lendemain matin, Clarisse reçut un appel anonyme. Une voix grave, rapide, masculine. Dit à Sophie qu'elle ne connaît pas toute la vérité. Son père avait un carnet noir. Il est caché dans le mur gauche de sa vieille chambre à Mbomaka. Avant que d'autres le trouvent, qu'elle y retourne. Clarisse hésita, mais décida de prévenir Sophie. « Tu crois que c'est un piège? » « Peut-être. Mais si ce carnet existe, c'est que mon père avait encore des choses à me dire. Et là, je ne peux plus me permettre de reculer. » 2 jours plus tard, Sophie retourna à Mbomaka. Seule. À l'aube. La concession familiale semblait morte. La maison était vide, abandonnée depuis les arrestations. Les volets battaient au vent.
Les murs transpiraient le passé. Elle entra dans sa chambre d'enfance, et là, se mit à frapper doucement les murs, section par section. Puis un son différent. Creux. Elle gratta avec un couteau. Un PAN du mur s'ouvrit. Derrière, enveloppé dans du plastique noir, un vieux carnet de cuir. Sur la couverture, écrit à la main. Ce que je ne peux pas dire à voix haute, Ngassa Émile. Elle s'assit, ouvrit, et ce qu'elle lut, la glaça. Des noms, des transactions, des dates, des confessions. Son père n'avait pas seulement protégé le terrain pour elle. Il avait acheté ce terrain avec de l'argent sale. Un marché passé avec un réseau de contrebande pour payer les soins de sa femme mourante. Et en échange, il avait promis que le terrain serait transmis à un certain partenaire si jamais il mourait sans honorer la dette. Ce terrain n'appartenait peut-être pas entièrement à Sophie. Elle comprit d'un coup pourquoi Dieudonné et le reste du clan étaient prêts à tout. Ils ne cherchaient pas seulement à la voler. Ils voulaient empêcher que ce carnet tombe dans de mauvaises mains, car il prouvait que toute la fortune de la famille reposait sur un mensonge. Sophie, tremblante, referma le carnet noir. Son cœur battait à toute vitesse. Ce qu'elle venait de lire bouleversait toute sa vision de son père. Ngassa Émile, homme respecté, modèle d'intégrité, avait jadis fait un pacte pour sauver la vie de sa femme. Mais ce pacte avait un prix. Si la dette n'est pas remboursée, la terre reviendra à l'homme qui l'a protégée. Et cet homme, il l'avait nommé dans une page scellée. Monsieur Balaconet. Un nom qui réveilla un souvenir lointain dans l'esprit de Sophie. Un homme à la voix grave, qui venait parfois le soir, que son père appelait le protecteur. Clarisse, après avoir lu le carnet avec elle, murmura. « Tu crois qu'il est encore en vie ? Si ce terrain vaut autant qu'on le dit, oui. Et je crois qu'il va venir me trouver. » Elle ne s'était pas trompée. Le soir même, un message glissé sous sa porte la fit sursauter. « Je suis monsieur Balaconet. Tu as lu le carnet. Le terrain devait revenir à moi. Mais je suis un homme raisonnable. Discutons. Tu as 48 heures. Après, je reprends ce qui m'appartient, à ma manière. » Qui était cet homme ? Un ancien partenaire de contrebande ? Un mafieux ? Ou un gardien d'un ancien système souterrain que Sophie venait à peine d'effleurer ? Une chose était sûre. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le terrain n'était plus seulement un héritage familial. C'était une dette de sang, de secret et de silence. Et désormais, Sophie devait choisir. Protéger l'honneur de son père. Ou révéler toute la vérité au monde, quitte à détruire son propre nom. Le lendemain du message mystérieux, Sophie ne dormit pas. Elle relisait encore et encore le carnet de son père, comme pour y trouver une échappatoire. Mais la dette était claire. Son père avait promis la terre, et l'avait cédée en échange d'un service qu'il n'avait jamais payé. Ce que Sophie ignorait, c'est que M. Balaconet n'était pas un homme comme les autres. Ancien militaire ivoirien, reconverti dans les affaires discrètes, il gérait des investissements douteux à travers plusieurs pays d'Afrique centrale. Ngassa Émile, jadis au bord de la ruine, avait fait appel à lui en dernier recours. En échange de l'aide financière, il lui avait promis une chose. La parcelle 318B deviendra vôtre, si je venais à mourir avant d'avoir remboursé. Et voilà que cette terre était sur le point d'être vendue par Sophie à un promoteur local. Balaconet ne pouvait pas laisser faire. Le second message arriva à midi, plus tranchant que le précédent. Vous avez 24 heures. Je veux les papiers du terrain sur mon bureau. Ou je prendrai ce que je mérite. Je connais vos déplacements. Je sais où vit votre ami. Clarisse, en découvrant la menace, se figea. Sophie, ce n'est plus un problème familial. Cet homme, s'il est lié à la mafia ivoirienne, il peut effacer sans laisser de traces. Alors il faudra qu'il me tue devant tout le monde. Parce que je vais faire publier le carnet entier demain matin. Si je me tais, je meurs. Si je parle, peut-être qu'on me protège. Pendant ce temps, Dieudonné, toujours tapi dans l'ombre, avait lui aussi reçu un appel. De Balaconet. Ton père était faible. Mais toi, tu es plus malin. Ce terrain peut encore me revenir. Si tu récupères le carnet. Et si tu me livres Sophie. Je te donne 15 millions. Marché ? Dieudonné hésita. Trahir Sophie une seconde fois. Ou trahir la peur qu'il portait depuis l'enfance, d'un clan qui les avalait tous. Le compte à rebours était lancé. 24 heures avant que la dette de Ngassa Émile ne soit payée. Par la terre. Par le silence. Ou par le sang. Minuit. Yaoundé. Quartier Mvogembeyi. Sophie s'était réfugiée chez une amie journaliste, Sandra Meva, le temps de publier l'intégralité du carnet noir en ligne. Elle savait qu'à partir du moment où ces documents seraient publics,
Il serait impossible pour Bala-Koné de les faire disparaître. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'en même temps, un véhicule noir sans plaque tournait lentement dans les rues du quartier. À l'intérieur, 2 hommes. L'un conduisait. L'autre lisait un dossier contenant la photo de Sophie, ses adresses, et une dernière page marquée « Ordre DE récupération, discret ou fatal ». À 3 heures du matin, Clarisse reçut un appel. Une voix basse. « Dis à Sophie qu'elle doit quitter la ville. » Tout de suite. On a repéré 2 hommes qui l'attendent en bas de chez sa journaliste. Ce ne sont pas des négociateurs. Clarisse bondit du lit, en panique. Elle appela Sophie. « Bouge. Prends le carnet et pars. Va chez ton oncle du côté maternel à Obala. Il a une concession bien gardée. Je t'envoie une moto. Tu dois partir avant qu'ils arrivent. » Sophie sauta par l'arrière-cour. En tongs. Avec un sac à dos. Le carnet serré contre sa poitrine. La moto l'attendait au coin de la rue. Elle sauta derrière le conducteur. Juste au moment où les 2 hommes entraient dans l'immeuble de Sandra. Elle ne regarda pas en arrière. Mais sur la route vers Obala, entre 2 virages, la moto ralentit. « On va où ?» demanda Sophie. « Ordre de changer de trajet. On va voir un autre contact. » Elle se figea. Ce n'était pas le bon conducteur. Clarisse ne l'avait jamais mentionné. Sophie comprit trop tard. La moto fit un détour. Ils prirent la route de Nkomtou, une zone industrielle déserte la nuit. Elle était en train d'être livrée. La moto s'enfonça dans la nuit. Les lumières de Yaoundé s'éloignaient, remplacées par les ténèbres épaisses de Nkomtou, zone industrielle isolée, silencieuse, inquiétante. Sophie tentait de rester calme. Elle savait qu'elle avait été piégée, mais elle ne savait pas encore jusqu'à quel point. « Où est-ce qu'on va exactement ?» demanda-t-elle au conducteur. « On arrive. Tu vas rencontrer un homme très important. Il a des questions. » À ce moment-là, elle comprit. Bala-Koné l'attendait. À l'entrée d'un entrepôt abandonné, 2 hommes armés l'attendaient. Elle fut poussée à l'intérieur. Là, au fond, assis sur une chaise en plastique, vêtu d'un boubou blanc impeccable, les doigts ornés de bagues d'or. Bala-Koné. Son regard était calme, mais tranchant comme une lame. « Sophie Ngassa, tu ressembles à ton père. Mais tu ne penses pas comme lui. Ton père avait une parole. Toi, tu as la loi. C'est beau. Mais ici, la loi ne protège pas contre les dettes de sang. » Sophie, bien qu'affaiblie, le fixa droit dans les yeux. « Si vous voulez la terre, prenez-la. Mais vous n'aurez pas mon silence. Le carnet est déjà entre les mains d'un avocat. Il a pour ordre de le publier si je disparais. » Bala-Koné sourit. « Je ne veux pas ta mort. Je veux ton obéissance. Je veux que tu signes un transfert discret et que tu quittes le pays. C'est tout. Personne n'a besoin de savoir. » « Non. » Silence. Il se leva lentement. « Tu es courageuse. Mais le courage seul n'arrête pas les balles. Réfléchis. Tu as jusqu'à demain. » Il fit un signe. Les hommes la ramenèrent dehors. Mais ce que Bala-Koné ignorait, c'est qu'au même moment, Clarisse, paniquée par le silence de Sophie, avait activé un système de localisation caché dans le sac à dos. Et une personne inattendue. Dieudonné, rongé par le remords et par la mort de sa mère, avait décidé de lui aussi suivre le signal. Car ce soir-là, il n'était plus du côté du clan. 3h48 du matin, sur la route poussiéreuse de Nkomtou. Dans une voiture empruntée à un ami gendarme, Dieudonné roulait à toute vitesse. Sur le siège passager, le téléphone de Clarisse s'affichait un point rouge clignotant, la position de Sophie. Elle était toujours à l'intérieur de la zone industrielle. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit Clarisse, tendue. Elle aurait pu me haïr, me dénoncer. Mais elle a juste dit la vérité. Et je ne peux pas laisser les choses finir comme ça. Pendant ce temps, Sophie était enfermée dans une pièce sombre de l'entrepôt, surveillée par un homme armé. Elle ne dormait pas. Elle pensait à son père, à sa dignité, et à ce que coûte le silence, génération après génération. Elle savait une chose, elle ne signerait jamais le transfert. À 4h09, un bruit se fit entendre au portail. Le gardien s'approcha, et vit 2 phares puissants pointés sur lui. Dieudonné fonça. La voiture percuta le portail rouillé. Clarisse bondit de l'arrière avec une bombe lacrymogène. Sophie entendit les cris. Des coups de feu. Le chaos. Elle profita d'un instant d'inattention du garde pour lui balancer une chaise en métal, arracher ses clés, et sortir de la pièce. Elle courut. Elle vit Dieudonné. Leurs regards se croisèrent. 2 traîtres. 2 victimes. 2 survivants. Il cria. « Cours !
Je retiens les autres. Clarisse attrapa Sophie et toutes deux montèrent dans la voiture. Ils partirent en trombe, pendant que derrière eux, Balakoné sortait de l'entrepôt, furieux, dégainant son téléphone. Il ne parlerait plus. Il allait agir. Le lendemain matin, 6h12, Sophie, Clarisse et Dieudonné s'étaient réfugiés dans un ancien presbytère abandonné près de Soa. L'endroit était discret, silencieux, sans réseau. Le genre d'endroit oublié des vivants, et pourtant bien utile au traqué. Autour d'eux, les murs portaient encore des crucifix tordus et des affiches de prière en lambeaux. Mais personne ne priait plus ici. Sophie posa le carnet sur la table. Ses mains tremblaient. Il ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas un homme qui menace. C'est un homme qui exécute. Clarisse hocha la tête. Et tu veux faire quoi? Appeler la police? La gendarmerie? Il les paie tous. Il est plus riche que nous. Plus rapide que nous. Dieudonné se leva, les yeux fatigués. Alors il faut le frapper là où il est le plus vulnérable. Ses affaires. Son vrai pouvoir, c'est pas dans ses hommes armés. C'est dans ses comptes, ses contrats, ses propriétés. Et j'ai accès à une partie de ses dossiers. Quand il a voulu que je te suive, Sophie, il m'a tout montré. Sophie le fixa, surprise. Pourquoi tu m'aides? Parce que t'as eu toutes les raisons de me haïr, et tu m'as juste dit la vérité. T'as brisé le cercle. Maintenant, moi aussi je dois choisir mon camp. Ils décidèrent d'envoyer le carnet à une journaliste d'investigation internationale, Aïcha Mbaye, basée à Dakar, réputée pour avoir fait tomber des trafiquants de haut niveau. Sophie enregistra une vidéo de témoignage où elle racontait tout. Le terrain, le poison, le pacte de son père, la tentative d'enlèvement. Le tout fut envoyé via un réseau sécurisé. Mais à 10h13, un nouveau message arriva sur le téléphone de Dieudonné, sans nom, sans appel. Tu choisis les morts. Très bien. Contrat lancé. Ce soir. Aucun survivant. Balakoné avait activé ce qu'il appelait le contrat rouge. Ce n'était plus une menace. C'était un ordre d'exécution. 20h41. Le vieux presbytère. Silence. Sophie, Clarisse et Dieudonné savaient que le contrat rouge avait été lancé. Ce n'était plus une question de si les tueurs allaient venir, mais de quand. Le carnet avait été transmis. La vidéo de Sophie, en train d'être montée à Dakar, allait sortir au lever du jour. Mais il devait survivre à la nuit. Dieudonné installa des pièges de fortune autour du périmètre. Bouteilles de verre, morceaux de tôle, clous rouillés sous des feuilles. Clarisse arma un vieux pistolet à poudre que son père lui avait légué. Elle n'avait jamais tiré. Mais elle avait décidé que ce soir, elle saurait. Et Sophie? Elle s'enferma dans la chapelle du presbytère et pria. Pas pour elle, mais pour que les enfants du pays ne vivent plus sous la peur de leur propre sang. 22h57. Le bruit d'un moteur. Puis deux. Puis silence. Ils étaient là. 3 hommes. Masqués. Armés. Ils se faufilèrent à travers la végétation. Un d'eux posa le pied sur une plaque de tôle. Clang! Le piège de Dieudonné se déclencha. Une pluie de tessons de bouteilles s'écrasa sur lui. Il hurla. Les 2 autres foncèrent. Clarisse surgit de l'ombre, le cœur battant, et tira. Le coup partit. Un hurlement. Un 2e homme à terre. Le 3e entra dans la chapelle. Là, il vit Sophie, debout, éclairée par une bougie. Elle tenait le carnet. Si tu me tues, tout ce que je porte deviendra légende. Si tu me laisses, je resterai un témoignage vivant. Choisis. L'homme hésita. 1 seconde. 2. Puis un coup de feu. Mais ce n'était pas lui. C'était Dieudonné, blessé, mais vivant, derrière la porte. L'homme s'écroula. Minuit. Le silence. 3 hommes neutralisés. Le carnet, intact. Sophie, en larmes, au sol. Clarisse, tremblante. Dieudonné, blessé, mais debout. La nuit ne les avait pas pris. 7h. Le jour se leva. Le ciel de Yaoundé s'ouvrit sur une capitale qui s'éveillait, sans savoir qu'elle allait trembler. Au même moment, à Dakar, la journaliste Aïcha Mbaye publiait un article sur sa plateforme internationale. Trahie par le sang, l'histoire vraie de Sophie Ngassa, héritière persécutée, survivante d'un poison familial, cible d'un réseau mafieux. Avec l'article, des extraits du carnet noir, des photos du testament, la vidéo de témoignage de Sophie, et une capture audio de la voix de Balakoné lors de la tentative de négociation. L'Afrique explosa. Les réseaux sociaux vibrèrent.
Les radios et chaînes de télévision interrompirent leurs programmes habituels. Sur Twitter, #Sofingassa en tendance dans 9 pays. Au Cameroun, on parla d'un « scandale familial devenu affaire d'État ». À l'aéroport de Douala, une alerte rouge fut déclenchée. Un mandat d'arrêt international fut lancé contre Bala Koné. Pendant ce temps, Clarisse recevait des appels d'ONG, d'avocats, d'institutions de protection. Mais elle n'osa réveiller Sophie que doucement. « Sophie, écoute. Regarde, tu as réveillé un continent. » Sophie vit l'écran. Sa vidéo, sa voix, ses mots. Partout. Elle ferma les yeux. Des larmes silencieuses coulèrent. Elle n'avait pas vaincu le poison. Elle n'avait pas vaincu la mafia. Mais elle avait parlé. Et le monde avait écouté. 2 semaines plus tard, le tribunal de première instance de Yaoundé était en ébullition. Le procès opposant Sofingassa à la succession de son père, mais aussi à Bala Koné, devenu fugitif, allait enfin s'ouvrir. Dans la salle bondée, le monde retenait son souffle. Clarisse à gauche. Dieudonné à droite. Sophie, droite, digne, fatiguée mais debout. Face à elle, des avocats des anciens associés de Bala, des membres du clan Ngassa tentant de sauver ce qu'ils pouvaient. Le juge appela le dossier. Affaire numéro 412-C, 2025, tentative d'assassinat, faux testament, corruption, trafic d'héritage. Sophie s'avança et raconta tout, calmement, d'un ton clair. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle déposa les preuves. Le carnet noir original, le testament manuscrit, le rapport toxicologique, les audios, vidéos et photos, la preuve de tentative d'enlèvement. L'audience fut suspendue. Mais l'opinion publique, elle, avait déjà jugé. Et surtout, un mandat d'extradition avait été accepté au Sénégal. Bala Koné fut arrêté à Thiès, dans une villa, avec 2 passeports, des liasses de CFA et un billet d'avion pour la Turquie. Il fut extradé à Yaoundé dans la nuit. Menotté. Silencieux. Le lendemain, les caméras captèrent une image qui restera dans l'histoire. Sophie, sortant du tribunal, le poing levé, les yeux humides, tandis que derrière elle, Bala Koné descendait d'un fourgon, escorté. Ce n'était pas la fin. Mais c'était une victoire. Pas une victoire d'argent. Une victoire de nom. De voix. De vie. 1 an plus tard. Mbomaka. Le soleil baignait les collines rouges du village. Le vent soufflait doucement dans les feuilles du grand manguier où tout avait commencé. Au centre de la cour, une foule était rassemblée. Pas pour un enterrement. Pas pour un conflit. Mais pour l'inauguration d'un centre communautaire. Son nom, Maison Ngassa. La mémoire ne se vend pas. Sophie coupa le ruban rouge avec un sourire paisible. Autour d'elle, des femmes, des jeunes filles, des veuves, des enfants. Tous ceux qu'on avait trop souvent forcés à se taire. Ce centre allait servir à accueillir des femmes spoliées, des héritiers en danger, des jeunes en quête de justice. On y apprendrait le droit, la parole, la mémoire. Dieudonné, réhabilité, y était formateur. Clarisse en était la cofondatrice. Et Sophie en était la lumière. Le terrain, quant à lui, n'avait jamais été vendu. Sophie avait transformé une partie en jardin communautaire, l'autre en maison d'héritage éducatif. Et quant à Bala Koné, condamné à 20 ans de prison ferme. Mais son pouvoir s'était éteint à l'instant où la vérité avait été dite. Un journaliste demanda à Sophie « Regrettez-vous d'avoir tout raconté ?» Elle répondit calmement « Si je ne l'avais pas fait, j'aurais transmis le silence à mes enfants. Aujourd'hui, je leur laisse un nom propre. Et une terre debout. »